Bienvenue sur Science Num, le podcast qui donne la parole aux chercheurs dans le domaine du numérique, qui vous expliquent leurs défis et la façon dont ils les relèvent. Aujourd'hui, mon invité est Julien Romero. Il est expert en intelligence artificielle sur le traitement du langage naturel. Bonjour Julien Romero. Bonjour Annick Dechenet. Vous avez un joli CV, école d'ingénieur à Télécom Paris, master de recherche à l'école polytechnique de Zurich, thèse à Télécom Sud Paris, postdoc à l'Institut Max Planck et aujourd'hui maître de conférence à Télécom Sud Paris. Donc un parcours très riche. Est-ce qu'il y a quelque chose dès le plus jeune âge qui vous a motivé pour en arriver là ? Moi je suis né avec l'émergence un peu d'Internet et l'arrivée du personal computer à la maison. Et comme j'étais de nature assez curieuse, j'ai très tôt essayé de comprendre comment marchait cette nouvelle machine. Et il fallait un certain nombre de débrouillardises pour réussir à explorer cette machine. Après cela, j'ai créé des sites web, des petits jeux vidéo. Et je pense que c'est cela qui a fini par me conduire à l'intelligence artificielle. En parallèle de cela, j'ai toujours aimé lire et apprendre des langues. C'est ce qui a amené ma spécialité dans le traitement du langage naturel. Quel est le défi que vous cherchez à relever maintenant ? Il faut savoir qu'il y a beaucoup de tâches qui sont liées au langage naturel. Et le but, in fine, est toujours d'essayer de faciliter la communication entre un humain et une machine. C'est par exemple répondre à des questions. Quand on parle à Siri sur l'iPhone, on peut aussi répondre à des intentions. Si on va sur le site de la SNCF, on peut parler avec un chatbot. Et ce chatbot, il va essayer de nous donner le billet le plus approprié. On peut aussi analyser des sentiments pour savoir si une personne est en colère et adapter les réponses en conséquence. Et en fait, dans toutes ces tâches, il y a d'une part la nécessité de comprendre le langage naturel, c'est-à-dire comprendre le vocabulaire, comprendre la grammaire, mais aussi d'avoir des connaissances sur le monde. Quand nous demandons à Siri quelle est la capitale de la France, il faut bien que cette information soit inscrite quelque part. Alors bien sûr, on pourrait demander à des humains de vraiment compiler toutes les connaissances que nous connaissons pour les donner à un ordinateur, mais ça serait vraiment très compliqué et ça prendrait vraiment beaucoup de temps. C'est pour ça que dans vos travaux, vous cherchez à automatiser ce processus. Donc ça consiste en quoi ? Par exemple, quand on va lire l'article Wikipédia sur Paris, on va essayer d'isoler toutes les connaissances. Dire Paris est la capitale de la France, Paris a 20 arrondissements, Paris se situe en Île-de-France, etc. C'est assez simple de faire cela. Comme c'est une encyclopédie, les humains ont essayé de faire les choses le plus explicites possible, mais aussi d'introduire le moins d'ambiguïté. Et par conséquent, un algorithme est assez facile à écrire. Alors, les connaissances sur lesquelles j'ai travaillé, les connaissances du sens commun, c'est beaucoup moins facile, et la raison est vraiment simple, c'est que le sens commun est tellement partagé qu'il n'y a jamais vraiment besoin de l'exprimer. Et dès lors, comment on fait pour extraire quelque chose qui n'est pas mentionné explicitement dans un texte ? Et là, on a dû développer des techniques spéciales pour cela. Ok, par exemple ? Par exemple, un humain ne va jamais vraiment dire qu'une tasse contient du liquide ou que des chaussures se portent aux pieds. Tout le monde sait ça. Alors ce que nous avons fait, nous, c'est essayer de capturer les connaissances du sens commun qui pourraient transpirer implicitement d'un texte. C'est-à-dire que nous avons vraiment essayé de chasser l'information pour la structurer. Par exemple, quelqu'un va être plus souvent amené à dire qu'il va se servir une tasse de thé. Et quand on dit cela, en fait, on va supposer que la tasse va contenir du thé. On sait que le thé, c'est un liquide, donc la tasse contient du liquide. Et donc, on obtient un indice sur le fait qu'une tasse peut contenir du liquide. Ensuite, ce qu'on a fait, c'est partir à l'échelle du web, collecter toutes ces preuves, les agréger pour arriver à des conclusions sur le fait qu'un fait ait du sens commun ou pas. Et une fois qu'on a accès à toutes ces connaissances, il n'y a plus qu'à écrire des applications derrière pour les exploiter. Et comment les entreprises utilisent-elles cette technologie ? Alors comme on a discuté déjà, la SNCF propose des chatbots pour interagir avec ses clients. Facebook, plus généralement, propose à des entreprises d'implémenter facilement un chatbot pour justement donner un service client à travers Messenger. Il y a aussi beaucoup d'entreprises qui mettent en place des assistants personnels. Les plus connus sont Siri, Google Home, Alexa. Tous ces assistants sont capables de répondre à nos questions et d'exécuter des tâches simples comme par exemple ajouter une entrée à notre agenda. Et tout ça, bien sûr, requiert d'avoir un certain nombre de connaissances sur le monde. Alors on a aussi des entreprises qui essayent de faire du sens dans leurs données, parce qu'elles ont vraiment beaucoup de données non structurées, c'est-à-dire des textes, mais elles ne savent pas comment les exploiter, comment les structurer. Par exemple, ils vont avoir beaucoup de CV de leurs employés, des fiches techniques de produits, des rapports financiers d'entreprise. Et comme tous ces textes sont écrits en langage naturel, pour une machine, ça va vraiment être très compliqué d'extraire la quintessence de l'information qui est à l'intérieur. Et nos algorithmes peuvent vraiment aider dans ces contextes. On voit qu'il y a déjà pas mal de choses qui existent. Quelle est la valeur ajoutée de vos travaux ? Alors, d'une manière générale, nos travaux ont réussi à structurer des données à très grande échelle, c'est-à-dire à l'échelle du web. Il faut savoir que ce n'est pas une tâche facile, car les textes, surtout sur Internet, sont souvent très bruités.
Alors les styles sont changeants, l'orthographe et la grammaire sont souvent imprécises, il y a souvent beaucoup de sarcasme, et tout ça fait que c'est vraiment très compliqué d'aller au bout de ces textes et vraiment comprendre ce qu'ils signifient. Et ce que nous avons réussi à faire, c'est vraiment capturer de très nombreux signaux qui sont sur diverses pages, divers forums, et les recombiner ensemble pour vraiment obtenir des informations plus pertinentes pour le sens commun. Alors d'un point de vue plus théorique, ce que nous avons réussi à faire, c'est mieux comprendre ce qu'est vraiment le sens commun. Nous avons réussi à montrer comment il s'exprime et comment le mesurer. De quelle manière des entreprises peuvent-elles intégrer vos travaux ? Tout d'abord, toute la connaissance, toutes les données et tous les algorithmes que nous produisons sont librement accessibles sur le web. Tout le monde peut y accéder, y compris les entreprises qui peuvent les intégrer dans leurs produits. C'est ce qu'on appelle la science ouverte et qui nous permet de travailler au sein de notre communauté dans un environnement sain où, en théorie, tout est reproductible. Ensuite, ce qui se passe, c'est que les entreprises viennent nous voir pour chercher notre expertise et ils viennent avec des problèmes spécifiques et nous voyons avec eux si on peut les aider à les résoudre. Alors si jamais ce n'est pas le cas et qu'on n'a pas la solution, nous sommes face à un nouveau problème et nous pouvons réfléchir ensemble à comment le résoudre. Ça peut être par exemple le début d'une collaboration entre un institut de recherche et une entreprise. Julien, quand on a préparé cette émission, vous m'avez parlé d'un concept philosophique qui s'appelle le rasoir d'Occam. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est et pourquoi vous l'utilisez au quotidien ? Le rasoir d'Occam nous dit que les solutions les plus simples sont souvent les meilleures. Alors moi, en tant qu'individu d'un institut de recherche public, je ne peux pas vraiment rivaliser avec des géants de la tech comme Google, comme Facebook, qui sont capables, eux, de recruter toute une armée d'ingénieurs, de chercheurs qui vont venir résoudre leurs problèmes. Je suis tout seul et il me faut donc être ingénieux, trouver des solutions simples mais élégantes et puissantes. Dans le cadre de mes recherches sur le sens commun, il y a un exemple qui me vient en tête là. Ce que nous avons essayé de faire, c'est exploiter le web dans son intégralité pour y déceler du sens commun. À un certain point, j'ai eu une idée simple mais qui m'a permis de résoudre la plupart de mes problèmes. Je me suis demandé à quel moment avons-nous vraiment besoin de parler du sens commun. Et la réponse a été toute simple, c'est simplement quand nous questionnons le sens commun. Nous avons essayé de ne pas extraire des connaissances à partir d'affirmations. Paris est la capitale de la France, c'est une affirmation, c'est simple d'extraire de l'information de ça. Mais ce que nous avons fait plutôt, c'est dire, est-ce qu'on ne peut pas extraire des connaissances des questions ? Si je dis par exemple, pourquoi le ciel est-il bleu ? Ben cela veut dire que le ciel est bleu, et je demande pourquoi. Et c'est avec cette solution vraiment surprenante et très efficace que j'ai pu résoudre mon problème initial. Bravo pour vos idées, et si vous aviez un budget supplémentaire, qu'est-ce que vous en feriez ? Alors, en tant que chercheur, je pense qu'il y a plein de choses qu'on pourrait faire avec de l'argent, c'est-à-dire recruter des chercheurs, des doctorants, acheter des machines toujours plus performantes. Cependant, je pense qu'il y a vraiment quelque chose qui pourrait être très bénéfique à toute la communauté, ça serait d'annoter des données et d'améliorer leur qualité. Dans notre domaine, il y a un adage qui dit que plus de données battent en général un meilleur algorithme. Alors si par exemple nous voulons détecter des faits controversés sur des forums de discussion, comme Reddit, il faut tout d'abord définir ce que c'est qu'un fait controversé. Et donc ce qu'on va faire, c'est dire à des humains, donnez-nous des exemples de faits controversés. Dites-nous dans ce forum qu'est-ce qui est controversé. Et à partir de là, on va pouvoir apprendre à la machine à répliquer le comportement de lui-même. Alors bien sûr, comme on demande à des humains de faire des choses, ça prend du temps et donc beaucoup d'argent. Et dans le futur, quels sont les axes de recherche que vous allez développer ? Alors comme je vous ai dit dans le passé, ce que j'ai fait, c'est aller du texte non structuré vers des connaissances plus structurées. Et maintenant, ce qu'il faut faire, c'est faire le chemin inverse. Il faut réussir à exploiter ces connaissances pour les réintroduire dans le langage naturel d'une machine. Alors, le défi est de taille. Les connaissances que nous avons extraites sont vraiment très nombreuses. On parle de plusieurs milliards de faits que la machine doit connaître. Or, quand on est dans une conversation, on n'a pas le temps de parcourir ce milliard de faits pour savoir lequel est pertinent. Il faut vraiment, dans l'espace d'une seconde, réussir à dire « Ah, ben c'est ça qu'il faut que j'utilise comme connaissance » et après, il faut que je l'intègre dans le langage. On veut vraiment que la machine soit capable d'argumenter à l'aide de ces faits pour avoir la conversation la plus vivante possible avec un humain. Question pratique, comment vous faites pour stimuler votre inventivité ? Alors j'essaye de m'ouvrir à le plus de formes de littérature possible, mais je dois bien avouer que j'ai un petit penchant pour la science-fiction. Alors pour moi, la science-fiction, dans chaque livre, on a un mini laboratoire d'idées sur lequel l'auteur va réfléchir et qui peut, en tant que chercheur, nous apporter une source d'inspiration. Par exemple, que se passerait-il si les téléphones étaient connectés à nos cerveaux, si les rues devenaient privatisées, ou encore si on pouvait prédire l'histoire. Alors, il faut savoir que le genre de la science-fiction a pendant longtemps été considéré comme un sous-genre, et encore aujourd'hui, il est un peu boudé dans certains cercles, mais cette littérature fait vraiment preuve d'une très grande profondeur, et les auteurs qui écrivent de la science-fiction sont vraiment très enthousiastes et apportent vraiment de très bonnes réflexions. Un des plus connus est sans doute Alain Damasio. Il a écrit un livre magnifique qui s'appelle La Horde du Contrevent,
et qui se passe sur une planète qui est balayée par les vents, soufflant de l'amont vers l'aval. Dans ce monde, il y a un groupe d'individus qui a une tâche très métaphorique, c'est remonter à la source du vent, en le contrant, d'où le nom, la horde du contrevent. Merci Julien Romero, c'est toujours un plaisir de découvrir l'univers des chercheurs. C'était Science Num, un podcast soutenu par le Carnot Télécom et Sociétés Numériques. Rendez-vous dans notre prochaine aventure avec Olivier Levillain, expert en cybersécurité. À bientôt.